Notre prochain conférencier est Chris Bader c'est spécialiste en gestion forestière auprès du ministère de l'Agriculture et de la Foresterie de l'Alberta. Il est dans cette unité depuis novembre 2011. Il a une maîtrise en foresterie de l'Université de la Colombie-Britannique. Et Chris Bader se spécialise en lidar et en télédétection optique pour l'étude de la cartographie des conditions forestières et des perturbations à partir de capteurs montés sur des satellites, des aéronefs et à l'occasion même des arbres. Merci. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Comme Murray l'a dit, félicitations. Je vais rentrer directement dans le cœur du sujet. Je travaille pour une agence réglementaire, la division de la réglementation et de l'aménagement forestier de l'Alberta. J'aimerais expliquer un peu l'énoncé de vision et l'énoncé de mission de notre direction. J'aimerais vous pointer 2 points très importants, durabilité et science. On prend ces concepts très au sérieux dans le travail que nous faisons. Voici l'état actuel de nos données LIDAR en Alberta. On aime dire on a plus de données que n'importe quelle autre agence réglementaire au monde, mais on ne peut plus le dire maintenant, bien évidemment. Maintenant, on a investi 20 millions de dollars, peut-être même 23 millions de dollars dans le LIDAR. Ça comprend l'acquisition de données et les investissements de recherche et d'autres initiatives. Alors, dans ma présentation d'aujourd'hui, je vais faire le contraire de ce que Murray a fait. J'entrerai pas tellement je vais aller au niveau de 10 000 pieds. Je n'irai pas dans les détails. Je vais parler des leçons que nous avons apprises en Alberta. Je pense que vous savez déjà la réponse à ça, d'après ce que j'ai entendu, mais quand même, je vais passer à la troisième partie de ma présentation et vous donner quelques exemples de certaines des initiatives que nous avons entreprises au gouvernement de l'Alberta. Je vais être clair, je ne peux pas parler au nom de l'industrie ici. Je travaille pour le gouvernement. L'industrie et le gouvernement ne se parlent pas toujours. Il faut être franc quand même. Et bon, très rapidement, nous avons déjà vu cela, mais ce sont les 2 ensembles de données que j'ai en tant qu'analyse GIS pour analyse du gouvernement de l'Alberta. On a accès à ça. Des zones ombrées, terre nue et un modèle de surface numérique. C'est les 2 types de données qu'on a au gouvernement d'Alberta. Si vous êtes devant votre GIS, vous pouvez sortir ça très facilement. Si vous voulez d'autres choses dans vos données LIDAR, ça devient très difficile. Je vais y revenir dans quelques instants. Pour ce qui est du contexte maintenant, les DIM de 100 mètres, c'est le DIM officiel, le DEM officiel pour le gouvernement de l'Alberta. C'est le DEM sur lequel on base nos décisions. C'est difficile à croire, mais quand j'étais un géomorphologiste il y a 10 ans, des DEM de 100 mètres, c'était supposé très bon. On trouvait ça très bien. Maintenant, on a des données qui vont à 1 mètre de discrimination. C'est pas encore incorporé dans la politique. On peut pas forcer les gens à prendre des décisions en fonction de ces données au mètre. Ça pourrait arriver un jour, on ne sait pas, mais je vais vous donner 2 mots ici, transformatif et perturbateur, parce que c'est pas tout le monde qui veut savoir toute l'information qu'on peut avoir dans cette carte au mètre près. Quand j'ai trouvé que Murray venir, je voulais absolument mettre ça. C'est un document très important dont on parle beaucoup, coût-bénéfice. Et ça me permet d'aller voir ma direction et leur dire, écoutez, là, LIDAR, ça se paye tout seul. Murray Woods l'a prouvé. Merci, Murray. Alors, actuellement, je vais passer tout de suite à la partie principale de ma présentation. C'est une analyse force, faiblesse, opportunité, menace. C'est un outil de planification, une analyse SWOT qu'on peut utiliser pour planifier l'avenir. J'ai utilisé ça pour écrire mon plan de quinquennal. SWOT, ça veut dire force, faiblesse, opportunité et menace. Et souvenez-vous que j'écris ça de mon point de vue en tant que scientifique gouvernemental. Et non pas, c'est pas un point de vue de l'industrie ici, mais je veux parler de notre expérience à la direction de l'aménagement forestière de l'Alberta. Je vais prendre un peu de recul ici pour vous dire qu'on collecte des données depuis longtemps, depuis 2008. On fait ça donc depuis un certain temps. Littéralement, cette année, on a reçu peut-être le dernier pouce carré de nos images forestières. Là. C'est continu, donc on a pas mal d'expérience quand même. Les forces de nos données, c'est qu'on a presque 33 millions d'hectares de couverts. C'est beaucoup de données
et ça couvre la plus grande partie des zones forestières de la province, des zones boisées. C'est incroyable comme ensemble de données. Je sais que c'est souvent assez âgé, mais comme Ray l'a dit, 1 point par mètre carré, c'est formidable. On ne peut plus acheter de choses avec 1 point par mètre carré. Maintenant, c'est le minimum de 4 points par mètre carré. Notre organisation interne, on a vraiment de la chance, dans ma direction générale, qu'on a tout le monde à la même place, d'un bout à l'autre. On a des biométriciens très forts. On a plus de 200 années d'expérience de GIS sur mon étage à moi. Moi, j'ai été engagé comme spécialiste de la télédétection, mais on a aussi plusieurs autres spécialistes de la télédétection dans notre division hydrique. Alors, pour des choses comme l'amélioration de l'inventaire forestier, dont Murray nous parlait, on peut faire ça, nous, à l'interne. On est tous à la même place. Et si de nouvelles données PSP nous arrivent, on peut les intégrer. On n'a pas besoin de retourner un consultant. Et les consultants, comme vous le savez, coûtent cher. Et on a une très bonne relation de travail d'un ministère à l'autre. C'est une bonne collaboration. Une grande partie de nos réussites provient de cette collaboration interministérielle. On va directement, souvent dans notre direction, dans notre division. On parle aussi à énergie, transport, les autres ministères. On parle à des géologues. C'est vraiment une expérience de collaboration et un fort appui de la part de la direction. Même si je vous dis que quand je dis qu'une information DM, c'est l'information, je parle particulièrement des gens en haut, là, des sous-ministres, tout ça. Ils travaillent encore avec c'est eux qui reçoivent la critique et alors que pourtant, il y aurait eu un ensemble de données qu'ils auraient pu utiliser, mais ils en restent au 1 point. Mais on n'a rien, on a beaucoup d'appui malgré tout. Et on le voit, parce que chaque année, depuis 2008, on a pu compiler de plus en plus de données. Nos faiblesses, on a un problème de big data, gros volume de données. On a dépensé 20 millions de dollars sur le LIDAR. On n'a pas dépensé un sou sur l'infrastructure informatique. C'est une grosse erreur. 20 millions de dollars pour des disques durs, c'est un vrai cauchemar. C'est un cauchemar. On est en train de faire du rattrapage maintenant du côté informatique. L'autre problème, c'est comment traiter, comme les tuiles, par exemple, utiliser des feuilles, 1 sur 20 000. On fait la même chose. On a 70 000 tuiles. Comment traiter ça si on trouve une erreur? Qu'est-ce qu'on fait s'il y a une erreur dans une tuile? Est-ce que ça veut dire que vous avez perdu tout le travail de votre vie? On s'est aperçu, en fait, que Python a un module magique qui s'appelle multiprocessing, le multitâche. Et c'est ça qu'on utilise. On fait beaucoup de multitâches, de multitraitements. Alors, à la fin de la journée, on peut raffiner les choses. On peut traverser 70 000 tuiles et produire ces rasters à 20 mètres ou à 10 mètres en 6 semaines seulement. Même plus vite quelquefois en utilisant Python et Fusion. Pour ce qui est de l'éducation, on a vraiment un enjeu ici. Je parle dans la province, dans son ensemble, les gens ne savent pas à quoi ils pourraient utiliser ces données. Ils voient les zones ombrées, les côtes, les pentes, ils regardent ça, ils savent que ça va faire. Il y a des gens qui voient ça à l'envers, ils pensent que les cours d'eau sont des montagnes et les montagnes sont des cours d'eau. Enfin, bon, une fois qu'on a surmonté ce problème, les gens comprennent bien les cartes ombrées avec les côtes. On a la difficulté à exploiter des choses qui vont au-delà de la simple visualisation. Il faut s'asseoir, il faut faire des ateliers avec les gens, il faut l'expliquer aux gens. Et franchement, il y a des gens qui veulent pas changer. On a un problème de résistance au changement. L'autre problème, Laurel Chalmers-Murray qui va faire une présentation, Dieu te bénisse, Laura, mais on n'a pas vraiment beaucoup de capacité d'éducation en Alberta pour éduquer les gens pour les applications directes du LIDAR à la foresterie. Alors, nos jeunes forestiers qui sortent de l'Université de l'Alberta, par exemple, connaissent rien sur le LIDAR. Ils ont jamais été exposés à ça. Et le financement, c'est un peu embarrassant quand on est un responsable du gouvernement, quand on veut financer la science d'année en année, on ne sait jamais si on va garder ces bourses postdoctorales sur lesquelles on compte tant. Vous savez, c'est particulièrement terrible en Alberta. Il y a beaucoup de choses, des projets qu'on avait qui ont dû tomber parce que ça a été annulé, tout simplement parce qu'on n'a plus de financement. Je vais parler un petit peu des politiques. Personne n'est forcé d'utiliser le LIDAR pour prendre ses décisions au niveau des politiques. Je ne sais pas si ça pourrait changer. Où est notre expertise de recherche en Alberta? Où est-elle pour ce qui est des applications en foresterie? Beaucoup du travail qu'on fait, on dépense 4-5 millions de dollars pour le financement de la recherche, mais ces grosses bourses sont passées maintenant en Colombie-Britannique ou au Nouveau-Brunswick. C'est très bien pour eux, là, mais je pense qu'on pourrait en faire beaucoup à Edmonton, à Calgary, par exemple.
Pour ce qui est des opportunités, on pense que le programme AWARE est une grande opportunité du CRSNG. On voudrait l'appuyer le plus possible, mais j'aimerais beaucoup vous en parler plus demain. Mais on a besoin de AWARE. On a besoin d'une cohorte de professionnels bien formés qui vont sortir de ce programme, qui savent comment utiliser, prendre leurs inventaires forestiers, prendre les données, les ensembles de données LIDAR, qui savent quoi faire avec la compétitivité de l'industrie, j'en parlerai pas, c'est pas mon domaine. Le travail de terrain fondé sur les risques, je pense que ça nous coûte 100 000 $ par jour pour garder quelqu'un sur le terrain. Ça coûte cher. On n'a pas de moins en moins de gens vont passer de moins en moins de temps dans la forêt. Si vous pouvez utiliser le LIDAR pour maximiser le temps que vous êtes sur le terrain pour que ça rapporte le plus possible, c'est très bien, c'est formidable. Et il faut avoir une bonne empreinte. La forêt est un paysage très industrialisé déjà. On peut utiliser le LIDAR pour diminuer l'empreinte. Que ce soit un bloc de coupe ou un bloc de récolte ou quoi que ce soit, on va diminuer l'empreinte écologique. Le LIDAR peut aller jusqu'à 20 mètres et vous économisez beaucoup de problèmes, surtout pour ce qui est des mesures correctives de reboisement et de restauration. Menace maintenant. Une des principales menaces, c'est notre acceptabilité sociale d'être dans le paysage comme agence réglementaire. C'est pas mal terrible dans le sud de l'Alberta, surtout, où les gens sont très conservateurs. Mais nous autres, on peut démontrer qu'on utilise les meilleures technologies, les meilleurs outils nécessaires pour prendre des décisions qui vont avoir un impact sur tout le monde, se faire accepter par les gens. L'éducation ou le manque d'éducation, c'est une menace aussi. Pour la télédétection, il y a très peu d'éducation en général. Les développements qui s'en viennent avec une empreinte, une grande expansion démographique. Je ne sais pas si je pourrais éliminer ça de la liste de nos jours avec le pétrole qui a baissé. Là. Mais quand j'ai écouté ça, la population d'Alberta, on pensait qu'il y aurait une croissance de 16,2 millions de personnes d'ici 2021. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau géopolitique. On a rencontré un petit problème avec le prix du pétrole, mais quand même, la pression sur nos forêts augmente et le LIDAR peut nous aider à diminuer cette pression exercée. Et j'ai mentionné notre déconnexion avec la politique. On a un excellent outil, mais on n'a pas les politiques qui nous permettent de l'appliquer. Ça ne veut pas dire que c'est pas un bon outil, mais on n'a pas les politiques pour forcer les gens à l'utiliser, si vous voulez, comme on devrait peut-être le faire. Bon, alors mon message que je veux vous laisser, c'est le suivant. Il y en a plusieurs, en fait. J'en ai pas parlé beaucoup, c'est un peu décousu ce que je fais ici, là. Bon, certains messages pour vous, là, qui viennent de cette analyse, force-faiblesse, etc. À cause des problèmes d'éducation et du manque d'éducation, on a eu, une grande variabilité d'acceptation de notre investissement en LIDAR. Il y a des gens qui adorent ça. Il y a des gens on envoie ça en compagnie. Il y a des compagnies qui mettent ça sur l'étagère, ça ramasse la poussière et ne nous touche même pas. Donc, c'est très variable. Ma compréhension, c'est que c'est à vous, vos données. Je pense, nous, on loue nos données. On a des prix de location pour nos données à 9 points. Ça devient très difficile à partager, particulièrement avec les universitaires. À moins que les universitaires nous engagent immédiatement quand ils écrivent un article ou une demande de subvention. Ça devient difficile pour nous de partager les données avec eux et ça limite l'innovation. C'est l'erreur principale qu'on a faite, à mon avis. On n'a pas mis ces données-là gratuites. On peut penser à ça comme un ensemble de données historiques. Dans 90 ans, il va falloir effacer nos disques durs et éliminer ces données. Il faut penser grand. Hein? On vient avec des organisations à l'extérieur de la forêt, du côté de l'énergie, de la géologie. On voulait prévoir les choses. Et je pense que la chose numéro 1 qui peut vous aider à comprendre, c'est que on s'en vient dans une situation où il faut faire de la gestion du changement. Je pense que je prêche aux convertis ici, mais les gens qui sont dans la salle ici ne voient pas le LIDAR pour ce qu'il est. Ils sont peut-être pas intéressés au LIDAR. Alors, je vous avertis dès maintenant, ça va être la première conférence que vous allez donner au LIDAR. Eh bien, il y en a beaucoup plus qui va arriver parce que vous allez devoir évangéliser les gens au LIDAR. Quelques activités actuellement. Comment ça va pour le temps? Est-ce qu'il me reste 5 minutes? Bon, d'accord. Alors, voici certaines des choses amusantes que l'on fait. Récemment, c'est ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est que je travaille avec beaucoup de chercheurs. Je fais beaucoup de projets très intéressants. C'est juste un tableau résumé de ce que je fais. Je ne m'attends pas à ce que vous lisiez tout ça. Je sais que c'est écrit assez petit, mais c'est tous des projets de recherche que nous avons. Nous avons différentes universités avec lesquelles nous travaillons. On travaille dans des domaines de conservation, biodiversité, gestion durable, aménagement durable de la forêt, évaluation des risques, minimisation des risques, évaluation du risque fiscal qui est énorme en Alberta, restauration, reboisement,
productivité forestière, on travaille là-dessus, c'est un de mes projets favoris d'ailleurs, la productivité forestière. À l'interne, on fait notre propre inventaire forestier amélioré. On a beaucoup d'expertise qu'on peut mettre ensemble pour nous fournir ce genre de produits. On fait ce que Murray a décrit après ça, pas mal. C'est un document fantastique, je suis sûr que vous le connaissez tous, ce document du gouvernement fédéral, un guide aux meilleures pratiques par le Centre canadien sur la fibre ligneuse et aussi avec la collaboration de FP Innovation. C'est notre livre de recettes. Une raison pour laquelle c'est important, c'est parce qu'on peut apporter ça à nos gestionnaires et leur dire, écoutez, ce qu'on fait, c'est du réel, c'est vrai, et on n'invente pas ça, là. C'est la science appliquée maintenant, c'est rendu opérationnel maintenant. Et voilà, nous avons ce livre de recettes pour faire ce genre de choses. Alors, c'est vraiment un document très important pour nous, ces lignes directrices du fédéral. Certains des attributs qu'on essaie d'estimer, c'est le volume, la surface terrière, la hauteur de la base jusqu'au houppier. Ça, c'est les variables qui concernent les tiges, mais deux autres sont la hauteur jusqu'à la houppier 20 et la densité de la canopée aussi. On fait ça pour prévoir le comportement des feux de forêt. On comprend que la prochaine génération de modèles de comportement des feux de forêt vont être fondés sur la physique et vont avoir besoin de ces données comme intrants. Une autre chose, c'est la LAI. On n'a pas encore investigué le solenoir. Pour l'instant, on pense surtout à la canopée, au houppier. Il faut choisir les élections électromagnétiques et les insérer dans le modèle, mais on espère qu'on va arriver. Les Américains ont fait du beau travail de ce côté-là. Les trois ensembles de données clés qu'on utilise, bien sûr, ce sont les métriques par LIDAR. On produit ça avec des cellules de 30 mètres, parce que nos PLP sont de 30 mètres. On veut que ça soit bien apparié. Et on utilise aussi nos inventaires standards de végétation pour définir les essences. On peut pas faire ce que Murray nous a décrit avec son schéma d'échantillonnage. Malheureusement, nos PSP ne sont pas vraiment un échantillon probabiliste ou un échantillon aléatoire. C'est basé sur la croissance et les rendements, dont on ne peut pas capter toute la complexité de l'écosystème. C'est un véritable défi pour nous. Nos plus grandes initiatives, ça a été la cartographie de la profondeur d'eau. On utilise ça comme outil d'évaluation du risque hydrologique. Ce sont des ensembles de données ouverts parce que c'est pas dérivé du LIDAR, c'est dérivé du LIDAR. On avait plus de 150-160 groupes individuels qui ont pu avoir accès à cette carte des zones humides. Presque toutes faisait partie de l'industrie forestière. Donc ça, c'est gratuit. C'est notre ratio profondeur envers la surface de l'eau, ratio profondeur-surface. On voit pas vraiment ça comme un outil de cartographie des zones humides. On va pas récolter sur les zones humides, donc on va pas là. Non, mais c'est pour regarder les obstacles opérationnels. On utilise ça beaucoup plus comme outil de planification pour savoir où on ne peut pas faire rentrer les machines. Et voici un de nos produits dérivés de cette cartographie des zones humides. C'est assez grand et c'est très utile. On a fait certaines validations sur les cours d'eau, les ruisseaux. On sait que d'habitude, c'est à plus ou moins 5 mètres de notre prédiction, 75% du temps. L'enjeu que nous avons, c'est comment classifier ces cours d'eau. Est-ce que c'est un cours d'eau éphémère? On peut pas faire de généralisation pour chacun des cours d'eau, on le sait. Surtout les cours d'eau de premier ordre ou de deuxième ordre, on peut pas faire de généralisation. Mais comment les classifier? L'attribut avec lequel il faut travailler, c'est l'accumulation d'eau. Est-ce qu'on peut, et la précipitation aussi, j'imagine, est-ce qu'on peut arriver à un modèle pour estimer ou classifier les canalisations de ces cours d'eau de façon pleine et complète? Je ne pense pas. C'est pas facile en tout cas. On fait un projet pilote et si je dois insister sur le fait que c'est un projet pilote sur la cartographie des zones riveraines, je parle de zones riveraines fonctionnelles, là, pas quelque chose qui est fondé sur les communautés végétales, mais conceptuellement, on regarde nos données de la cartographie des zones humides, on regarde nos sols, on regarde l'étendue de la plaine inondable fondée sur la profondeur de canal et on inonde le canal à tant de fois la profondeur. Ensuite, on regarde l'ombrage. Ensuite, on regarde nos hauteurs et nos surfaces terrières provenant des données LIDAR. Et on prend tous ces 40 attributs et on essaie d'estimer que pourrait être une zone riveraine fonctionnelle. Ici, on a notre profondeur de canal, pente, qui nous aide à estimer l'ombre
et hauteur de végétation, surface terrière, qui nous aide à estimer un peu le volume et la contribution au canal et les estimations de la profondeur d'eau. Bon, c'est un peu, ça vous donne un peu nos réseaux hydrographiques, notre plaine inondable. On a éliminé ça à des tampons de 20 mètres de chaque côté parce que ça c'est des kilomètres de long. Plaine inondable, recrutement du bois, que ce soit la cartographie de la profondeur de l'eau, zone humide. Et ici, on a une délimitation des zones riveraines fondée sur un processus. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas tout à fait sûr. Est-ce que ça marche? On n'est pas tout à fait sûr. C'est un projet pilote. La partie qui est la pire, c'est qu'on ne sait pas vraiment comment aller valider les choses sur le terrain. Mais on a fait ça dans 2 domaines maintenant et les résultats semblent vraiment prometteurs. Et finalement, je vais simplement parler d'un projet sur lequel je travaille avec l'EcoScoops de UBC, Nicholas Scoops et Scott Nielsen de l'Université d'Alberta, relié à la biodiversité et la cartographie des habitats. Comme Murray, je peux dire qu'on peut penser, si vous regardez simplement le LIDAR, ça vous donne de la structure, et peu importe l'âge du peuplement, tout ça, vous pouvez développer toutes sortes de choses. Vous pouvez développer, comme nous, un index structurel avec 3 bandes, ou 3 variables prédictives, si vous voulez, et on regarde la hauteur, le 90e percentile de hauteur, ça vous donne en gros la hauteur maximum. Ensuite, on regarde l'écart type des hauteurs, ce qui nous donne une bonne variable de remplacement pour l'architecture de la canopée. Et ensuite, on regarde la couverture comme ratio des retours en canopée et des retours au sol, ce qui vous donne une approximation de la surface de canopée. On combine tout ça et on combine ça avec un index de complexité de l'habitat. En fait, on utilise des données sur les oiseaux qu'on a dans la province et on en arrive avec une carte de nidification des oiseaux. C'est encore une fois un projet de recherche, un projet pilote. C'est sous presse actuellement avec des indicateurs écologiques. Mais je ne veux pas entrer dans les détails, mais nos données sur les oiseaux, c'était effrayant. On n'était pas sûr de nos mesures de LIDAR parce que ça venait de différentes dates d'acquisition. Mais les résultats qu'on a eus, moi, ça m'a fait tomber de ma chaise. J'étais absolument... nos données sur les oiseaux, on connaît leur position à 5 kilomètres près. Là. On sait exactement l'habitat de ces oiseaux. C'est vraiment... c'est très prometteur. Alors, pour conclure le tout, comme j'ai dit, 2 mots. Il y a 2 mots sur lesquels je veux insister, c'est que le LIDAR, le fait d'avoir le LIDAR, c'est une expérience transformatrice. Mais ça peut être une expérience très perturbatrice aussi. Je pense que c'est pas une surprise pour personne. Vous, moi-même et mes collègues ici qui ont parlé de cette présentation, nous pensons vraiment qu'il faut penser à la gestion du changement dans le cadre de l'utilisation du LIDAR. J'ai toujours la dernière ligne parce que je ne sais jamais quand il y a un forestier dans la salle qui se dit « Oh non, je ne retournerai plus jamais dans la forêt ». Non, c'est pas ça ce que la télédétection fait. Vous avez le droit de... Peut-être que vous ne retournerez pas à la forêt, vous allez être plus efficace quand vous allez y aller en forêt. Il n'y a rien qui peut remplacer les données sur le terrain. Merci.